Nous étudions actuellement le commentaire de Sri Aurobindo sur le Kano-Upanishad, et nous en sommes maintenant au chapitre 8, qui n'a pas de nom mais qui traite du jeu de notre jeu et de l'année de notre oreille. Sri Aurobindo met ce chapitre en contexte en expliquant que le Kano-Upanishad a parlé de la parole de notre parole en tant que Brahman, puis de l'esprit de notre esprit en tant que tambouron, et maintenant il se tourne vers les yeux et les oreilles, pour lesquels il y a un regard plus profond, qui est Grumen, et une écoute plus profonde, qui est tambouron. Le thème principal de ce chapitre est donc les sens, et les chapitres suivants aborderont la respiration, la vie et la vie divine. Sri Aurobindo nous montre ici un développement clair du Kano-Upanishad, nous montrant pas à pas les aspects centraux de l'expérience humaine et nous révélant quelque chose derrière chaque aspect, quelque chose de plus élevé qui est le véritable Brahman. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment le fonctionnement de l'esprit est une manifestation réfléchie et déformée d'un pouvoir supérieur de cognition et d'un esprit supérieur, qui fonctionne de manière opposée à l'esprit humain. Ainsi, à chaque étape, Sri Aurobindo nous montre une faculté supérieure, un pouvoir cognitif supérieur, voire une vie supérieure, nous offrant ainsi un moyen de passer de la conscience et de l'expérience humaine à une conscience et à une expérience divine. Sri Aurobindo nous montre également la relation entre ces différents aspects et comment ils s'insèrent dans un tout cohérent. Ainsi, à travers son commentaire, il nous offre une vision complète de l'ascension de la conscience humaine vers la conscience divine, en conservant toute l'expérience du mot créateur, de la parole manifestant la créativité, du pouvoir de cognition passant de l'esprit à l'esprit supérieur, et maintenant dans ce chapitre, nous abordons les sens, en particulier les yeux et les oreilles. Sri Aurobindo remet en question notre conception des sens, soulignant que notre idée des sens comme une action des organes de communication du mental incarné avec la matière externe est une vision superficielle. Il nous invite à pénétrer au-delà de cette apparence extérieure pour découvrir la véritable essence du sens, qui est un contact mental avec un objet et la reproduction mentale de son image. Il souligne que lorsque nous réfléchissons, nous réalisons que nous ne connaissons pas réellement le monde tel qu'il est, nous ne connaissons que la perception que notre esprit a de l'information qui lui est donnée. Il y a donc une dimension mentale dans la perception des sens. Sri Aurobindo illustre cela en évoquant l'expérience de la réalité virtuelle, où notre esprit est convaincu de la réalité d'un monde totalement différent grâce aux images et aux sons qui lui sont présentés. Il souligne ainsi que notre perception de la réalité est influencée par notre esprit. Le texte souligne que notre expérience du monde, est essentiellement une construction mentale. Lorsque nous lisons un livre ou regardons un film, notre esprit se plonge dans une réalité virtuelle créée par notre imagination. Cela montre que notre contact avec le monde extérieur se fait avant tout par nos sens et notre perception mentale. Même nos sensations corporelles sont en réalité des expériences sensorielles perçues par l'esprit. Cela explique également pourquoi il est si facile de se tromper et de se faire des idées fausses sur les intentions et les actions des autres. Selon la perspective bouddhiste, toute souffrance est le produit du mental, et donc la solution la plus simple pour se libérer de la souffrance serait de se libérer de l'esprit lui-même. Cependant, cela ne peut pas être considéré comme la meilleure solution du point de vue védantique, car cela contourne le but de cette manifestation. Il est donc essentiel de purifier l'esprit, l'énergie vitale et les émotions afin de pouvoir percevoir la réalité de manière plus claire. Cependant, en fin de compte, notre perception reste limitée par l'esprit, et il serait important de développer une vision plus vraie et plus profonde, semblable à celle de la conscience divine. Cela donne lieu à une transition vers une réalité où l'esprit est la base et la matière n'est qu'une expression de l'esprit, où l'esprit crée directement la forme sans être limité par la résistance matérielle. Cela prépare le terrain pour la révélation ultime selon laquelle notre pouvoir créatif réside dans le supramental, et lorsque notre conscience est imprégnée de cette réalité, notre esprit peut jouer un rôle créatif et originaire. Lorsque cette conscience supramentale s'établit dans le corps physique, la matière physique devient alors réceptive à cette influence créative. Dans ce passage, l'auteur parle de la transformation physique et de la faculté créatrice du supramental. Il explique que cette faculté sera capable de façonner la substance physique de la même manière que l'esprit façonne la substance mentale. Il affirme que cette transformation physique peut encore être lointaine, mais que la prise de conscience physique permet déjà une plus grande plasticité dans le corps physique. Il souligne que notre volonté mentale peut commencer à le façonner et à le modifier. L'auteur aborde ensuite la relation entre l'esprit et le supramental et la perception de la réalité. Il explique que l'esprit a une compréhension par les sens, tandis que le supramental a une vision plus élevée des choses. Il décrit les 4 fonctions indispensables à toute conscience active, la volonté, la connaissance, le sentiment et la perception. Il précise que chaque niveau de conscience rencontre des objets de manière différente, mais que la rencontre entre la conscience et l'objet est fondamentale à tous les niveaux. Il conclut en disant que ces fonctions sont essentielles à l'action de la conscience et qu'elles ont des implications directes en intelligence artificielle. L'auteur discute de la façon dont nous catégorisons et comprenons les objets, en prenant l'exemple d'une fleur, en particulier d'une rose. Il souligne que bien que chaque pétale ou tige puisse être différente d'une fleur à l'autre, nous les considérons tous comme des pétales ou une tige. De même, bien que chaque fleur puisse avoir des couleurs, des textures et des parfums différents, nous les appelons toutes des fleurs. Il y a donc une idée générique de fleurs qui englobe toutes ces variations.
L'auteur fait ensuite référence à l'idée essentielle de rose qui transcende les variations physiques. Il souligne que même un enfant peut reconnaître une rose, même s'il ne peut pas encore l'exprimer verbalement. L'auteur explique ensuite comment les ordinateurs peuvent aussi reconnaître des objets grâce à des réseaux neuronaux, qui imitent le fonctionnement du cerveau. Ce processus implique d'enseigner à l'ordinateur à associer l'idée d'un objet avec différentes images de cet objet, afin qu'il puisse généraliser et reconnaître des variations de l'objet. Dans cette partie du discours, l'orateur évoque l'apprentissage profond et l'importance de la reconnaissance d'objets et de visages par les ordinateurs. Cependant, il souligne que les ordinateurs n'ont pas la capacité de développer leur propre idée, contrairement à l'esprit humain. L'orateur explique que nous, en tant qu'êtres humains, avons la capacité d'associer des catégories d'images similaires et de développer nos propres idées. Il mentionne également que les ordinateurs peuvent classer les images en fonction de différentes catégories, mais ils ne peuvent pas comprendre les concepts essentiels qui les sous-tendent. Ensuite, l'orateur parle de la conscience humaine comme étant ce qui donne valeur et sens à l'expérience de la classification. Il affirme que la conscience humaine va au-delà de la simple classification rationnelle et implique des processus automatiques. L'orateur poursuit en expliquant le concept de super-esprit et comment il diffère du fonctionnement rationnel de l'esprit humain. Il explique que le super-esprit détient une image de toutes les choses à la fois, dans leur essence, leur totalité, leurs parties et leurs propriétés. L'orateur souligne également que lorsque nous nous concentrons sur les propriétés, nous ne sommes pas conscients des parties, et vice-versa. Cependant, le super-esprit est capable de tenir compte de tous ces éléments simultanément. L'orateur conclut en expliquant que la transition de la conscience intellectuelle à la conscience supramentale se fait en laissant de côté la formation d'images et en se concentrant uniquement sur une conscience essentielle. Il affirme que dans le silence de l'esprit, nous pouvons recevoir une influence du super-esprit, qui se manifeste sous forme d'intuition. Dans cet extrait, il est question de la conscience intuitive et de sa capacité à transcender l'esprit rationnel. L'auteur décrit comment il est possible de développer cette conscience en se connectant à l'essence des choses. En élevant son esprit, en se mettant dans un état de calme et de silence, on peut accéder à une vision plus profonde et complète de la réalité. Cette conscience intuitive, appelée supramentale, est capable de percevoir simultanément l'essence, la totalité et les parties d'une chose. Alors que l'esprit rationnel fragmente et construit une image fausse de la réalité, la conscience intuitive offre une vision authentique et complète. Cela permet de se connecter directement à la véritable nature des choses et d'accéder à une compréhension plus profonde. La compréhension complète et la pensée synthétique font partie de la faculté intellectuelle globale, appelée également faculté compréhensive par l'auteur. Cependant, la plupart des individus ne développent qu'une partie de cette faculté, à savoir la faculté analytique. Lorsque nous rencontrons une expérience complexe, notre conscience l'aperçoit sous différentes facettes, sans jamais saisir la totalité de l'expérience. Ainsi, lorsqu'on nous demande de décrire une personne que nous connaissons depuis longtemps, nous sommes généralement limités à évoquer ses apparences, ses comportements, ses préférences, sans accéder à son essence profonde. Seule une conscience intuitive expérimentée dans l'identité est capable de percevoir cette essence. La compréhension complète, ou compréhension dans les tests linguistiques, implique une compréhension plus profonde qui va au-delà du texte. Cela signifie aller au-delà de la description des faits pour comprendre les motivations sous-jacentes. Malheureusement, cette faculté n'est pas développée de manière consciente dans notre système éducatif actuel. Si nous pouvions développer cette faculté, le monde serait différent. Au lieu de fragmenter les personnes et les discussions en différentes perspectives conflictuelles, nous serions capables de voir la totalité et de trouver des résolutions harmonieuses. La faculté compréhensive de l'intellect est, cependant, encore une ombre du super-esprit. Le terme compréhensive intellect fait référence à une expérience complète et synthétique, qui se manifeste dans la formulation des phrases de Sri Aurobindo. Chaque phrase est chargée d'une expérience complète et chaque mot est porteur d'une signification plus profonde. Malheureusement, lorsque notre esprit fragmenté et habitué à la pensée analytique les perçoit, nous risquons de perdre une grande richesse d'informations et de compréhension. Le développement de cette faculté et l'entraînement de l'esprit à penser de manière compréhensive sont essentiels pour saisir l'essence des choses et pour parvenir à des résolutions harmonieuses dans tous les domaines de notre vie. Dans ce passage, l'auteur explore la manière d'appréhender les idées de manière plus profonde et complète. Il raconte une anecdote d'un élève qui, en étudiant les écrits de Shir Ribbon, commence à perdre du respect pour Sri Aurobindo car il trouve les idées trop simples. La mère, après réflexion, décide de séparer cet élève du reste de la classe afin qu'il puisse étudier par lui-même et retrouver une perspective plus riche. L'auteur souligne que réduire les idées à des concepts simplistes peut être valable dans certains contextes, mais que lorsqu'il s'agit d'une expression intuitive et expérientielle, cela limite la véritable portée et profondeur du contenu. Il mentionne ensuite 4 méthodes pour développer la conscience intuitive: le silence de l'esprit, se placer dans un centre de conscience plus élevé, attendre l'inspiration et élever les facultés intellectuelles au-delà de leurs limites. Cette dernière méthode, décrite comme les opérations les plus élevées de l'intellect complet, permet à l'intellect d'être un instrument puissant utilisé par la superconscience pour l'action.
En conclusion, l'auteur souligne l'importance de développer un esprit ouvert et malléable pour permettre à la superconscience de s'exprimer pleinement à travers nous. Dans ce texte, il est question de la formation de l'individualité comme instrument divin. La mère affirme que si l'instrument n'est pas formé, le divin ne peut pas l'utiliser. Cependant, si l'individualité est purifiée, transformée et offerte au divin, alors ce dernier peut agir de manière beaucoup plus complexe et riche à travers cet instrument enrichi. En développant notre personnalité dans toutes ses facettes et en l'enrichissant dans le contexte d'une fondation spirituelle, cela peut être d'une grande aide pour le travail divin. La mère appréciait beaucoup les personnalités riches qu'elle rencontrait. Il est également mentionné que la mère avait été décrite comme ayant 300 facettes de personnalité, ce qui est considérable comparé au nombre limité de facettes que la plupart des individus ont. Sri Aurobindo a également fait remarquer que la mère avait une plus grande variété et richesse d'aspects que lui-même. La discussion se termine en évoquant l'idée de Brinana, qui est la conscience de posséder et de gouverner une image des choses. Ces concepts sont présentés comme des éléments importants pour comprendre l'évolution de la conscience vers la conscience supramentale. Il est important de prendre du recul et de regarder dans leur globalité les enseignements de Sri Aurobindo. En faisant appel à notre intellect le plus vaste, nous pouvons essayer de retenir l'ensemble de ce qui a été transmis. Tout d'abord, il mentionne Yana Whitney, qui représente une conscience globale originelle capable de saisir simultanément l'essence, la totalité, ainsi que les parties et les propriétés des choses. Cette vision spontanée et complète appartient au supramental, et l'esprit n'en a qu'une représentation partielle. Il est intéressant de méditer sur cette idée pendant un certain temps.